Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro Business. À suivre dans ce numéro, aspect économique du discours du président Paul Biya à la nation le 31 décembre dernier, contexte international très difficile, conjoncture, accroissement des ressources de l'État, niveau de vie, autant de sujets sur lesquels s'exprime en seconde partie de ce programme l'économiste Jean-Marie Biada, expert certifié ODUDI en diagnostic et mise à niveau des entreprises. Ce sera en seconde partie. Mais tout d'abord, regardons ce sujet sur les prélèvements sur les revenus mensuels des employés. En vigueur depuis ce mois de janvier, un sujet que signe Cédric Tachago. Dans la loi de finances 2024, la liste des avantages en nature constituant l'IRPP a été élargie. L'État ajoute à compter du 1er janvier 2024 les indemnités de téléphone 5%, de carburant 10%, de gardiennage 5% et d'Internet 5% également. Une bonne nouvelle pour une certaine catégorie d'employés, affirme Edmond Kuaté, économiste. Certaines catégories dont le pouvoir d'achat est très faible et vont se voir davantage corrodées avec cette loi de finances, avec un ensemble de dispositions fiscales dans cette loi de finances-là. C'est pour ça que certaines dispositions exonératoires ont été prévues pour certaines catégories, notamment sur les revenus des personnes physiques. Si certains verront leur pouvoir d'achat augmenter, d'autres verront leur salaire drastiquement réduit. La loi de finances 2024 permettra de prélever davantage de recettes fiscales sur le gros salaire. L'IRPP prélevée sera comprise entre 10% et 35% pour les salaires allant de 2 millions à plus de 5 millions de francs CFA. De l'autre côté, on a également tenu compte, et c'est ça le souci d'équité fiscale, on a tenu compte de ceux qui ont des costauds salaires, des très gros salaires, et donc désormais cela va être frappé d'un prélèvement obligataire. Donc ça, c'est le souci d'équité. L'effet induit, c'est que, comme on le dit trivialement, ceux qui gagnent gros vont devoir également payer gros, et ceux qui gagnent très peu, on va leur permettre de respirer un peu, d'avoir une petite bouffée d'oxygène avec ces exonérations-là. Les patrons camerounais n'accordaient plus de dotation aux employés. Cela pesait trop en termes de fisc. Certains pourront mieux respirer. Cela va encourager les patrons à faire des dotations à leur personnel, puisque désormais, ça ne va pas faire l'objet de beaucoup de prélèvements. Il y a des exonérations là-dessus. Ça va donc encourager les patrons à pouvoir faire des dotations à leur personnel, carburant, téléphone et autres. En somme, tous les travailleurs cumulant 100 millions de francs CFA de revenus salariaux par an bénéficieront d'un abattement de 4,8 millions de francs CFA contre 30 millions de francs CFA avant la nouvelle loi de finances. Dans son adresse, le chef de l'État s'est également montré soucieux d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment par l'accroissement des ressources de l'État en vue d'une rationalisation des dépenses publiques. On fait le point avec Stéphane Dibébé. Si l'on s'en tient au rapport 2018 de la Banque mondiale sur le budget du Cameroun entre 2013 et 2015, les frais de représentation de mission et de réception ainsi que les services extérieurs ont absorbé en moyenne 52% des dépenses totales en biens et services, soit 8,7% du taux des dépenses publiques. Après la mesure et la retenue observée en 2020, lors de la survenue de la crise pandémique, l'État a renoué avec son train de vie dispendieux et ne s'est privé de rien. À titre d'illustration comparative, les achats de carburant avaient subi une érosion de plus de 6 milliards de francs CFA, tandis que la masse salariale diminuait de plus de 30 milliards de francs CFA. En 2022, le traitement des personnels relevant du statut général de la fonction publique passe à plus de 1075 milliards de francs CFA contre 666 milliards de francs CFA il y a 2 ans. Réduction du train de vie de l'État. L'expression revient sans cesse dans le discours officiel depuis l'époque de la crise économique au milieu des années 80 et l'adoption des plans d'ajustement structurel par le gouvernement sous le Conseil du Fonds monétaire international. L'année 2023 qui s'achève, le Cameroun a été confronté à de nombreux défis. Certains d'entre eux procèdent d'un contexte international de plus en plus difficile. D'autres relèvent des contraintes purement internes, des problèmes qui freinent sinon ralentissent le développement et l'épanouissement du pays. Tenant le gouvernail du Cameroun, le président Paul Biya l'a martelé et prescrit la rationalisation du train de vie de l'État. Dans ce combat, l'homme du 6 novembre 82 évoque la lutte contre la corruption
et le détournement de deniers publics un impératif pour la préservation des ressources publiques. Dans son discours, le président Paul Biya dit que ce fléau va connaître une intensification notable au cours de l'année qui s'annonce. S'agissant de l'accroissement des ressources publiques, le président Paul Biya dit qu'il est nécessaire d'explorer de nouvelles pistes face aux contraintes inhérentes à l'élargissement de l'assiette fiscale et à la baisse drastique des recettes pétrolières. En particulier, l'or semble, selon le président Paul Biya, constituer une niche exceptionnelle de ressources financières, car le Cameroun dispose en effet d'importantes réserves minières non exploitées et qu'il faut valoriser. Regardons à présent cette interview de Jean-Marie Biada sur les grands axes économiques du discours du président camerounais et on se retrouve juste derrière. Bonjour Jean-Marie Biada et bienvenue dans Afrobusiness. Bonjour Amel, je saisis l'occasion de cette intervention pour présenter mes vœux les meilleurs de santé et de prospérité à tous les centaines de millions de téléspectateurs d'As TV. Alors dans ce numéro, nous parlons de l'année 2024, notamment du budget de l'État, surtout des nouvelles orientations appliquées et applicables depuis le début de cette année. Et dans son discours à la nation du 31 décembre 2023, le président de la République, Paul Biya, pointait du doigt la conjoncture internationale qui, selon lui, a très fortement pesé sur l'économie camerounaise. Le pays n'est-il pas prêt, on a l'impression, à subir ces différents chocs externes, Jean-Marie Biada? Oui, parce qu'en fait, si vous suivez souvent certaines sorties de la Direction générale des douanes, qui prend sur elle, et là c'est très honnête de la part de cette administration, de nous parler, de nous édifier sur le déficit de la balance commerciale. On est largement autour de 700, 800, 920 000 milliards. Donc, déficit de la balance commerciale, ça veut dire quoi? La balance commerciale se calcule en économie comme la différence entre les exportations et les importations. Donc, avoir une balance commerciale déficitaire veut simplement dire que vous importez plus que vous n'exportez. En d'autres termes, vous exportez moins et vous importez plus. Dans la nuit du vendredi 30 mai au samedi 31 mai 2019, notre fleuron de l'industrie de raffinage pétrolier dans le secteur pétrolier aval, notamment la Sonara, Société nationale de raffinage, a cessé de fonctionner comme une industrie. Donc, tout ce que nous consommons donc ici comme produit fini, pétrolier, super, pétrole lampant, gazoil, fuel 1500, jet A1 qui est la dénomination du pétrole utilisé dans le domaine de l'aéronautique. Donc les avions consomment du jet A1. Je n'oublie pas le gaz domestique qu'on appelle techniquement le gaz de pétrole liquéfié, GPL ou le butane. Donc tout cela, je reste seulement sur le couloir de l'énergie, c'est importé. Donc ça veut dire que s'il naît de l'inflation sur le marché international, sur les circuits d'approvisionnement du marché camerounais en ces denrées-là, nous serons obligés en tant que price takers d'importer cette inflation au Cameroun. D'une part. D'autre part, maintenant, je prends l'exemple du secteur de la minoterie. Oui. Nous tous, nous mangeons les beignets, nous mangeons du pain, nous mangeons les pâtes alimentaires. La matière première pour faire donc le pain, pour faire les beignets, pour faire les pâtes alimentaires, c'est le blé. Et nous importons autour de 980 000 tonnes de blé en 2022. Donc c'est énorme. On ne produit pas localement 1 gramme de ce blé-là. Oui. Donc si sur le marché international, il y a inflation sur le marché du blé, deuxièmement, inflation sur le fret maritime, nous sommes obligés d'importer doublement et l'inflation sur le fret maritime et l'inflation sur le blé. Et à côté, je ne parle plus d'autres commodities, tels que le lait que nous importons, tels que le sucre que nous importons, alors que nous pouvons produire grandement cette spéculation localement. Et je n'oublie pas malheureusement le riz que nous continuons encore d'importer. Donc tout ce que nous mangeons essentiellement est importé. Tout ce que nous utilisons dans nos lignes de production industrielle en termes de pièces détachées, c'est importé. Tout ce que nous utilisons comme vecteur de transport, ça peut être des bus, ça peut être des camions, ça peut être des engins lourds de travaux publics, bulldozers, niveleuses, pelles chargeuses, compacteurs à pied de mouton, tout cela est importé. Donc, s'il n'est donc de ce côté-là un tantinet d'inflation, le Cameroun est obligé d'importer cette inflation sur un territoire économique qui est déjà exsangue du fait de ces importations, alors que la politique d'import-substitution que le chef de l'État promeut va dans le sens de dire quoi? Au lieu d'importer 900 000 tonnes de riz, produisons donc localement à peu près 600 ou 700 000 tonnes. Je profite de l'occasion de votre antenne pour encourager par exemple les opérateurs du secteur aquacole qui ce matin sont en train de mettre sur pied une interprofession aquacole. Vous l'avez déjà au niveau de l'aviculture, qui ont mis en place une interprofession avicole type avic. Vous l'avez également au niveau du panier à huile. Les opérateurs ont mis sur pied
on appelle ça une fêtière qui s'appelle Interparn Cam. Donc, ce n'est pas de la publicité, c'est pour indiquer comment certaines dynamiques au niveau de ce que nous consommons le plus, dont les commodities sont en train d'être mises en place pour pouvoir sécuriser donc les sources d'approvisionnement, mais en même temps les sources de production locale de ce que les populations consomment le plus et qui malheureusement constituent les vecteurs, les variables qui nous permettent d'agresser énormément notre compte de réserve extérieure pour y chercher donc les devises qui nous permettent d'importer parfois malheureusement ce que nous pouvons fabriquer localement. Donc, pour conclure là-dessus, le Cameroun, dans une telle configuration, ne peut pas échapper aux effets négatifs malheureux du contexte international. Donc si à l'international, le prix du fret flambe, localement, vous n'avez pas un armement civil qui vous permet de transporter vos marchandises des pays de production vers le Cameroun qui est une destination pour tous ces produits-là. Si à l'international, le prix du diesel flambe, alors que le Cameroun lui-même, pour nous offrir par exemple ce qu'on appelle la thermoélectricité, dépense 1 milliard chaque semaine. Donc si le prix de ce gazole à flamme à l'international, sur le budget du Cameroun, notamment l'État du Cameroun, le gouvernement central, qui va être mis à mal parce que localement, vous ne pouvez rien faire, votre raffinerie ne fonctionne pas. Et derrière cela, peut-être que je profite de l'occasion de votre antenne pour exhorter le Fonds monétaire parce que généralement, on se rend compte que toutes les réformes qui sont entreprises, lorsque c'est le Fonds monétaire qui est derrière, le gouvernement va très vite. Je prends l'exemple, par exemple, de la dématérialisation des procédures fiscales et sociales. Pendant longtemps, on a continué à aller auprès de notre centre d'imposition de rattachement, centre divisionnaire des impôts, il y en a 83, centre spécialisé des impôts, il y en a 3, 2 à Yaoundé, 1 à Douala, centre des impôts des moyennes entreprises, il y en a 14, où la direction générale des grandes entreprises qui se trouve à Yaoundé, qui s'occupe donc, qui est le seul centre d'imposition de rattachement pour les grandes entreprises. Les grandes entreprises au sens de la loi camerounaise, c'est toutes les entreprises qui réalisent un minimum de 3 milliards de chiffre d'affaires annuel hors taxes. Donc pendant des années, on a eu à transporter les diasporas aller là-bas. Le Fonds monétaire a dit non, passez à la dématérialisation. Et je peux vous le dire, Amel, aujourd'hui, c'est fait. Je peux, par exemple, faire mes déclarations spontanées sur mon téléphone et j'obtiens mon attestation de non-redevance sur mon téléphone. Ce qu'on appelle actuellement l'attestation de conformité fiscale, c'est en fait le nouveau nom de l'attestation de non-redevance qui va représenter à la fois le certificat d'imposition pour celui qui travaille, le certificat de non-imposition pour celui qui ne travaille pas, et en même temps le bordereau de situation fiscale pour tous les contribuables professionnels et non professionnels. Donc, j'exhorte dans le Fonds monétaire à prendre à bras le corps le problème de la mise à flot de la SONARA. Parce que voici le 6e exercice fiscal où on ne va pas voir la SONARA fonctionner. 2019, 2020, 21, 22, 23, voici 24. 2024, le 6e exercice au cours duquel la SONARA est rentrée dans une sorte de latence incompréhensible. Donc, si le Fonds monétaire, par exemple, prend ce sujet à bras le corps, je me dis, maximum 24 mois ou 36 mois, on aura une nouvelle SONARA qui va nous permettre maintenant de maîtriser les prix de nos hydrates de carbone raffinés vendus à la pompe. Regardez actuellement, nous sommes à la merci du marché international. Si le prix flambe là-bas, le gouvernement ne peut rien faire d'autre que d'importer cette inflation ici. Par contre, si la SONARA, je veux dire, est rentrée dans les préoccupations, à titre de préoccupation primaire pour les donneurs d'ordre internationaux, notamment le Fonds monétaire international, ils demanderont au gouvernement, monsieur, toute l'affaire se sent, faites sortir la SONARA des fonds baptismaux. Nous aurons de moins en moins de pénibilité à aller à la pompe comme c'est le cas actuellement, d'autant plus que le chef de l'État est en train d'envisager, on va dire quoi, une augmentation du prix de ces hydrates de carbone à la pompe. Mais personnellement, moi qui suis spécialiste en accompagnement des PME depuis ces 20 dernières années, je peux l'exhorter plutôt à regarder le carburant industriel, notamment le diesel, réduire plutôt le prix. L'année dernière, le prix a été augmenté de 26,6%. Ouais. Donc, on est passé de 570 francs à 720 francs, soit une augmentation en valeur absolue de 150 francs. On pourra réduire plutôt ces 150 francs de 50. Donc, le prix à la pompe passera de 730 francs à 630 francs. Pourquoi je conclue là-dessus? Simplement parce que j'ai fait un petit travail là-dessus. Tout ce qui devait être acheminé sur le corridor Douala-Bangui, Douala-Djamena, par exemple, lorsqu'on a augmenté le prix du carburant de 26,6%, on a constaté à peu près un abandon de 12 à 17% des stocks de marchandises qui devaient partir. Parce que le coût du fret, c'est combien? 3 200 000. 3 200 000. L'offreur de fret dit, je maintiens les 3 200 000, alors que quand le gouvernement décide, à compter du mercredi 1er février 2023, le prix du carburant va augmenter, notamment le diesel, le carburant industriel, il va augmenter de 26,6%,
passant de 570 francs à 720 francs, il augmentait conséquemment d'à peu près 340 000 francs le prix du carburant, que le transporteur sur le corridor Douala Bangui va dépenser. Donc ça voulait dire qu'au lieu de lui donner 320 000, il fallait plutôt passer à 320 000 plus 3 200 000 plus 340 000. Donc on coûte autour de 3 560 000 francs. Or, les offreurs de fret ont dit non, nous ne le faisons pas. Et ces gens ont commencé donc à discriminer les marchandises qu'ils pouvaient transporter. Et à la fin, ils en ont abandonné pour à peu près 17 à... Oui, entre 12 et 17% de ces marchandises-là. Donc, si on va dans cette logique à augmenter encore ce prix-là, on court bien le risque de constater qu'on pourra abandonner entre 17, 20, pourquoi pas 25%. Or, ces marchandises, parfois, c'est quoi? C'est des pièces de rechange ou alors de la matière première pour l'Interland, pour le Tchad, pour la République centrafricaine. Donc, le gouvernement serait en passe de se dérober de son obligation parce qu'en fait, retenez-le, en 2014, le système des Nations Unies a recensé à peu près 44 pays dépourvus de littoral ou de façade maritime. Et c'est une obligation donc pour ce pays qui les a dans son dos de leur offrir un corridor pour évacuer ces marchandises. C'est pour ça que le Cameroun, par exemple, a aidé le Niger. Avant que le Niger ne fasse son pipeline jusqu'au Bénin, le Niger utilise, depuis qu'ils ont découvert le pétrole, utilise le pipeline Tchad-Cameroun pour faire passer son pétrole à partir du Cameroun pour les destinations qui ont passé la commande de ce pétrole-là. Donc, le Cameroun devrait donc faire un effort de ne pas se soustraire à ces obligations qu'il a jusqu'ici respectées avec beaucoup d'honorabilité. Mais pourtant, Jean-Marie Biada, parlant justement du secteur pétrolier, des carburants à la pompe notamment, c'est toujours la pression du FMI qui exigeait du Cameroun un arrêt total de la subvention des prix à la pompe. Vous parliez du diesel. On a également le super qui va passer à 860 francs CFA, soit une augmentation de 20%. Mais on a l'impression justement que le FMI n'a pas tenu compte de la Sonara ou bien des enjeux qu'il y a au Cameroun, mais a plutôt exigé cet arrêt de la subvention, ce qui pèsera encore dur avec des effets induits sur le coût de la vie au Cameroun. Oui, en fait, j'ai voulu... Quand j'ai fait cette proposition, j'ai voulu changer le rôle du FMI. Parce qu'en fait, son rôle originel, ce n'est pas de vous aider à vous développer. Très bien. Au regard de ce qui se passe, quand le FMI arrive, son rôle, c'est de regarder, je peux trouver de l'argent où, en vendant, par exemple, la Sonel, je trouve de l'argent pour rembourser l'étranger. On vend la Sonel. Je regarde, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vendre Camrail. Je vends pour gagner de l'argent et rembourser les dettes. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux vendre le secteur de l'eau. Je vends donc Camwater, qui, hier, c'était la SNEC. On a découpé en deux sociétés de patrimoine, Camwater et puis la Camerounaise des eaux, où on est allé chercher les gens qui vivent au désert. Madame Garpou venait nous les montrer ici comme des spécialistes en eau, ce qui n'avait rien à voir avec la réalité. On aurait pu aller chercher les hommes du royaume chérifien pour nous parler, par exemple, du phosphate. L'office chérifien de phosphate, c'est le leader mondial dans le secteur. Donc on aurait pu le faire, mais ça n'a pas été le cas. Le Fonds monétaire maintenant arrive. J'explique très rapidement. On dit que le gouvernement subventionne le secteur pétrolier aval. Dans les faits, ce n'est pas trop cela. C'est techniquement ce qu'on appelle une dépense fiscale. La dépense fiscale, ça fonctionne comment? Le gouvernement dit, vous importez le riz, vous importez le poisson, vous importez le blé, vous importez le maïs. Quand vous arrivez à la porte, c'est-à-dire à la douane, vous payez combien? 5% de droits de douane, 10% de droits de douane par là, 30% de droits de douane par là. L'État dit, pour augmenter le pouvoir d'achat de mes populations, qu'est-ce que je fais? Je mets tous ces produits sous le coup de ce qu'on appelle le régime des dépenses fiscales. Ça veut dire que quand ça arrive, l'État ne prélève pas ses impôts. Et ces marchandises rentrent donc en franchise de droits de douane. Qu'est-ce que l'État a donc fait pour le secteur pétrolier? C'est pareil. Quand j'importe en tant que Sonara le pétrole, je le raffine. Pour le vendre, je dois payer la TVA. Je fais transporter ça par un navire qu'on appelle le caboteur de Limbé pour le duc d'Alban ici à Douala, dont le transport paye également la TVA. Quand j'arrive au duc d'Alban à Douala, je dois pomper dans les caisses de la SCDP, Société Camerounaise des dépôts pétroliers. Le stockeur paye la TVA. Quand on fait des enlèvements par camion pour aller livrer, je ne sais où, l'enleveur qui va transporter dans son camion paye. Quand on arrive à la station maintenant, vous devez vendre au consommateur final. Vous payez encore la TVA. Je viens d'indiquer 5 poches de TVA. Qu'en fait donc l'État? L'État renonce à collecter ces TVA. Bien plus.
J'ai travaillé, ma modeste carrière professionnelle a commencé dans ce secteur. Hein. Ça fait une vingtaine d'années, ça ne me rajeunit pas. Donc, je ne parle pas en bégayant, c'est des sujets que je maîtrise un peu au bout des doigts. Alors, en France, par exemple, il y a ce qu'ils appellent la TPP, taxe sur les produits pétroliers. Au Cameroun, nous l'appelons plutôt la taxe spéciale sur les produits pétroliers. Donc, on a fait en sorte qu'au Cameroun, notre pétrole, nos produits finis pétroliers vendus à la pompe supportent également la TSPP. C'est 60 francs par litre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans le sud-ouest, par exemple, il n'y a pas la Sonara. Donc, le monsieur qui est chargé de mettre le carburant à la disposition du premier venu s'appelle la Sonara. La Sonara collecte donc la TSPP là-bas. Et ici, à Douala, vous avez la SCDP qui est également à Yaoundé, qui est à Gaoundéré, qui est à Belabo. Donc, quand il y a mise à la consommation, vous collectez également la TSPP. Que fait l'État? L'État vient maintenant en disant, cette TSPP, vous allez me la reverser après combien de temps? On dit une fois par trimestre. C'est-à-dire 4 fois par an. Au moment de le faire maintenant, l'État dit, je ne prends pas de cet argent. Voilà ce qu'on appelle, les gens appellent subvention. En réalité, ça s'appelle dépenses fiscales. Donc le gouvernement a fait bénéficier au secteur pétrolier aval le régime des dépenses fiscales. Or, le Fonds monétaire, quand il arrive maintenant, il cherche seulement des endroits où il y a de l'argent frais, il y a de la trésorerie pour mobiliser et rembourser, orienter cette trésorerie au service de la dette extérieure, il faut même préciser. La dette extérieure, je vous prends un exemple. 30 septembre 2023, notre stock de la dette est de 12 500 milliards de francs CFA, dont à peu près 2 tiers, 8 000 milliards libellés en devises, c'est-à-dire le service de la dette extérieure pèse 8 000 milliards. Et quand le chef de l'État, pour l'exercice 2023, prend un décret pour dilater la loi de finances initiale qui fixait notre budget à 6 354 milliards 100 millions, le chef de l'État y ajoute 381 milliards 800 millions. Et que fait donc le FMI? Les donneurs d'ordre prélèvent 80,8%, à peu près 81% pour ce montant-là, pour l'orienter au service de la dette, abandonnant uniquement 19% à l'État. Qu'est-ce que l'État pouvait bien faire avec ces 19%? C'est pour cela que, du haut de votre tribune, j'exhorte le FMI, spécialement pour cette année, à changer sa nature, en aidant donc l'État à mettre sur pied la Sonara. Regardez-vous, Madame Ga, les subventions valent donc 600 milliards. Le chef de l'État est même allé jusqu'à 10 000 milliards. On laisse donc que le Cameroun subventionne ce pétrole de 1 000 milliards chaque année, plutôt que de l'aider avec 300, 400, 500 milliards tout au plus à remettre sur pied une nouvelle raffinerie qui a un bon hydrocraqueur, qui ne va plus craquer uniquement 2 100 000 tonnes, comme ça a été le cas depuis lors, avant que la Sonara ne rentre dans cette somnolence. Mais on préfère pomper 1 000 milliards chaque année, alors qu'avec 200, 300, 400, 500 milliards, le problème est résolu. Donc j'exhorte le FMI à changer un peu sa nature cette année, en aidant le gouvernement dans ce sens-là, en disant, les 500 milliards, je vais les trouver, mais pour la remise à flot de la Sonara, on va y aller en 3 temps. Première phase, 200 milliards, je les mets à disposition. Terminé, c'est validé. Deuxième phase, je mets encore 200 milliards. Terminé, validé. Dernière phase, troisième phase, donc, je mets 100 milliards et on met la Sonara à flot sur 36 mois. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ne sera plus que de l'histoire ancienne, toutes choses restant égales par ailleurs. Je le dis parce que le Cameroun produit le pétrole brut, Madame Ga, qui s'appelle le Camcolé. Nous avons un pétrole brut. Et nos ingénieurs avaient réussi le tour de génie en prenant le pétrole au Nigeria, l'Alba, le Doudou, le Pénitonou, le Forcados, à faire ce qu'ils appelaient le blending. Et avec le blending, on parvenait à remonter donc le rendement de ce mélange à 70, 80, voire 85%. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La solution, c'est vers la remise à flot de la Sonara. Je ne suis même pas pour la construction d'une deuxième cimenterie, d'une deuxième raffinerie. Davantage parce qu'en fait, la Sonara nous a coûté beaucoup d'argent. La Sonara, c'est la fierté de la République. Donc, on ne peut pas l'abandonner tout d'un coup pour aller tenter une aventure de construction d'une autre Sonara ou alors d'une autre agence de raffinage de notre pétrole ailleurs, qu'on remette rapidement à flot la Sonara. Et puis, ces petits yo-yo que le prix des hydrures de carbone raffinés à la pompe subit ici chez nous, ça ne sera plus, de mon point de vue, que de l'histoire ancienne. Alors très rapidement, en 1 minute, je vous pose la dernière question, puisque le président a également évoqué les secteurs de l'eau et de l'énergie. Malheureusement, nous ne disposons pas d'assez de temps. Que faut-il faire aujourd'hui au Cameroun pour rééquilibrer le coût de la vie et le pouvoir d'achat des populations camerounaises? Je commencerai d'abord par l'eau. Et je fais directement une proposition au docteur Moussa, qui vient de soutenir avec brio une thèse dans le domaine des sciences administratives, du droit. Je suis en contact avec des partenaires étrangers que nous avons fait venir ici et qui nous mettent à la disposition des collectivités territoriales décentralisées, ce qu'on appelle UMOP, Unité Mobile de Potabilisation de l'eau. Donc c'est une petite unité de rien du tout, un dispositif, vous y mettez de l'eau, même de l'eau sale, et puis
c'est avec son système de production d'énergie embarqué et ça vous donne de l'eau minérale. Donc, nous avons 360 communes au Cameroun. Il pourrait aller dans ce sens-là, de rentrer en contact avec nous et on fait venir ce dispositif qu'on donne dans ces communes-là. Ça sera le recul des maladies hydriques, ça sera la diminution du budget du ministère de la Santé pour lutter contre les maladies hydriques et ça sera donc du bienfait porté à table à la disposition des populations camerounaises. Et enfin, de l'autre côté maintenant, pourquoi le gouvernement continue à avoir honte, par exemple, à créer des capitaines d'industrie dans le domaine de ce que nous consommons? Généralement, nous consommons quoi? Le macabo, le manioc, le plantain, la patate, l'igname. Mais nous n'avons pas de plantation industrielle de ces spéculations-là. Nous avons plutôt les plantations industrielles de quoi? Le cacao que nous ne consommons pas, le café que nous ne consommons pas, d'EVA que nous ne consommons pas, ou de thé que nous ne consommons pas. Donc, que le gouvernement essaie d'inverser dans ce paradigme en mettant sur pied des plantations industrielles de spéculations que les Camerounais consomment chaque jour, dans les deuils, dans les anniversaires, dans les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Jean-Marie Biada d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert certifié ONUDI en diagnostic et mise à niveau des entreprises. Entre autres, merci de m'avoir accueilli sur le toit du monde ici à Dash. Très content d'être là. Et comme nous sommes en début d'année, je profite de l'occasion pour présenter mes vœux de santé, bonheur, succès dans toutes leurs entreprises pour ce qui est de chacun des téléspectateurs de Dash TV. Voilà qui met un terme à ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à très vite.